Ça m'est aussi arrivé avec la vaccination. Non, je ne veux pas ça. Et puis, il y a des situations et aussi des personnes qui passent outre cela. Ils disent, tais-toi, je dois le faire comme ça maintenant, je dois confier l'enfant, je dois faire ceci et cela, nous disons tout ça. Et ensuite, pour pouvoir tenir le coup, tu dois réprimer cette voix intérieure qui vient de se manifester à nouveau. Et ainsi, en fait, tu combats ce qu'il y a de plus précieux en toi-même. Tu pressens déjà que c'est très important. Tu combats ce qu'il y a de plus précieux en toi-même. Et pour cela, tu ne peux pas t'aimer, mais tu ne le dis à personne. Tu mènes ce combat à l'intérieur de toi et souvent, tu n'en as même pas conscience. C'est pourquoi c'est aussi agréable que nous puissions parler de ce genre de choses, car cela voudrait dire que dans un pays aussi peuplé, des gens agissent contre leur conscience, leur voix intérieure, leur moi authentique qui leur dit « Tu sais, ce n'est pas correct ». Et ils le font quand même. Qu'il en résulte plein de gens malheureux qui ne sont pas satisfaits d'eux-mêmes. Et ces personnes qui ne sont pas heureuses avec elles-mêmes rendent aussi les autres malheureux. Je suis un être vivant, un sujet, et en tant que sujet, je dois être traité comme un objet, et tout ce qu'on impose, lorsque quelqu'un fait de moi l'objet de ses attentes, de ses leçons, de ses jugements, même de ses mesures. Peu importe que ce soit à la maternelle, à la maison, à la maternelle, à l'école, ou plus tard dans la vie professionnelle, ou même de la part des politiques, lorsque je deviens l'objet d'attentes, de leçons, d'évaluations et de mesures, je vis cela comme une blessure profonde. Il en résulte une incohérence massive dans mon cerveau et je dois alors chercher une solution. Et la solution devrait en fait être, je dois rétablir ma subjectivité. Et il y en a qui tapent du poing sur la table et ne se laissent pas faire. Mais il y en a aussi qui n'y arrivent pas tout à fait, qui n'ont pas la force pour cela. Et ceux-là s'adaptent, ils se soumettent. Et alors ils jouent l'objet, ils jouent leur rôle d'objet, et alors ils font cela et mettent des masques. Mais ce n'est pas de la responsabilité personnelle, c'est une vie brisée, ce qui fait maintenant ce que le supérieur veut parce que c'est de toute façon plus fort. C'est triste. Maintenant, le système là-dehors n'est pas si facile à vaincre. Il est très bien interconnecté. Il t'endort dans cette sécurité supposée. Il y a tellement d'illusions là-dehors. Il y a beaucoup de gens qui disent « j'aimerais bien le faire », mais au final, j'ai ici énormément de frais courants, et ainsi de suite. Par exemple, j'ai vécu ma seconde naissance quand je suis sorti du système, mais je l'ai préparé stratégiquement pendant très longtemps. Je ne suis pas parti sur un coup de tête, j'étais aussi fonctionnaire avec un poste A15 à l'école. On ne fait pas ça juste en se levant, buvant un mauvais espresso et disant « je démissionne ». Il y avait vraiment énormément d'égarements, énormément de résistance en moi, jusqu'à ce que j'ai finalement le courage de quitter tout ça d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que tu dirais aux gens dehors qui se sentent comme des objets, mais dont la vie entière est tellement enchaînée qu'ils ne peuvent pas simplement s'en sortir? Honnêtement, nous devons accepter qu'il faut arrêter de rendre le système responsable de tout. Ce n'est jamais un système, ce sont toujours des personnes, ce sont des êtres humains. Dans ce cas-là, si on se retrouve vraiment dans une situation où l'on se rend compte que ça ne peut pas continuer comme ça, toi à l'école, moi à mon travail, à l'université, il faut que je cherche les personnes qui ont causé cela là-bas. Et ensuite, je peux parler avec ces personnes et essayer de changer quelque chose. Et là, je dois tout de suite garder la deuxième chose à l'esprit. Je dois aussi enfin me débarrasser de l'idée que je peux changer une autre personne, même si elle me paraît complètement stupide. Tout cela, ce sont tes illusions. Tu penses pouvoir changer le système? Non. Non, mauvaise adresse. Tu crois que tu peux changer certaines personnes qui t'énervent particulièrement? Non. Tu sais quelle est la seule chose que tu peux changer? Toi-même et la façon dont tu regardes les choses. C'est intéressant car tu viens de le décrire toi-même. Au final, tu étais impliqué là-dedans, dans toutes ces querelles, avec d'autres personnes qui portent maintenant le système, et tu as décidé pour toi-même que tu ne voulais plus faire ça. Tu as retrouvé ta subjectivité, et un autre mot pour la subjectivité que tu as retrouvé, c'est ta dignité. C'était indigne de toi de continuer à te faire le larbin de ces gens et de faire quelque chose dont tu étais convaincu que c'était complètement inutile, ce genre d'enseignement dans ce genre d'école.
J'ai une excellente anecdote à ce sujet. Je suis récemment passé devant mon ancienne école. Il y a alors ce genre de sentiment, oui. C'était vraiment comme une scène de film. C'était vendredi, 12h30, le soleil brillait sur le café où je m'asseyais toujours le vendredi. Il y a toujours une longue pause avant d'aller au prochain cours. Et j'étais perdu dans mes pensées. Je venais d'avoir une conversation avec un ami et je n'avais même pas réalisé que je passais devant l'ancienne école. Et puis je m'approche un peu du café et là tous les collègues me font signe de la main. Et pendant une seconde, j'ai pensé à traverser la rue parce que c'était vraiment une situation gênante. Je me suis dit, Simon, joins-les, prends un café et parle un peu. Je ne les avais pas vus depuis 2 ans. Gérald, toujours les mêmes conversations, le même système. Les élèves et la direction sont fautifs. On aurait dit que le temps s'était arrêté. Eux, Oui, eux. Et j'étais vraiment juste assis là et je me suis dit, d'accord. J'éprouvais beaucoup d'humilité et de gratitude d'avoir eu le courage de continuer. La vie ne t'apportera rien de neuf si tu restes dans ce système en blâmant les autres. Tu dois continuer à avancer pour finalement recevoir de nouvelles impulsions de cet univers. Ça m'a rappelé mon ancien moi. Je me suis dit, si tu étais resté dans le système, tu serais là aussi, à avoir les mêmes discussions et à chercher un coupable. c'est exactement ça. Et la question intéressante, c'est pourquoi supportent-ils ça et pourquoi ne s'en rendent-ils pas compte? C'est pareil dans le système familial. Les membres d'une famille sont parfois tellement impliqués les uns avec les autres. Quand on regarde de l'extérieur comment la maman se comporte avec le papa, puis avec les parents, les grands-parents des enfants, et comment les enfants sont intégrés dans tout ça, on se dit de l'extérieur, mais ça ne peut absolument pas fonctionner, la façon dont ils font les choses ici. Mais eux ne s'en rendent pas compte, ils trouvent que tout va bien, que tout est normal comme ils le font. Ça veut dire que tu dois sortir de ce que tu vis concrètement là. Quand tu fais partie du système, tu ne le vois pas. Il faut s'en éloigner et l'observer de l'extérieur pour comprendre ce qui s'y passe. C'est comme avec tes collègues, quand tu étais assis avec eux sur le banc, 2 ans ont passé, ils restent aussi idiots. Génial. Et puis tu te rends compte que oui, c'est possible. Il faut en quelque sorte sortir du système. Maintenant, tu peux répondre à cette question car tu es dehors. De quoi aurait-il besoin pour se réveiller? Et ça, tu peux le dire grâce à ta propre expérience. Ils devraient à nouveau entrer en contact avec eux-mêmes. Ils vivent la vie d'un simple exécutant. Donc, ils jouent un rôle d'objet. Ils se sont résignés à être des objets des instructions, des idées et des jugements de certaines autorités. Ministre de la Culture, directeur d'école, peu importe. Parfois, on leur demande pour qui ils travaillent vraiment et ils ne répondent pas pour les élèves. Ils disent en fait pour les autorités là-bas, celles qui me paient. Et si un tel enseignant se retrouvait dans la situation où il comprend soudainement qu'il perd toute sa dignité dans ce travail parce qu'il se laisse traiter comme un objet et s'il ressent alors que ce n'est pas fait pour lui, parce qu'il s'aime encore assez pour ne pas pouvoir regarder sa propre déchéance, alors il se défend. Et si tu demandes alors, que devrais-je faire avec les enseignants? Alors tu devrais les aider à retrouver ce sentiment qu'ils avaient autrefois, quand ils ne s'étaient pas encore trahis eux-mêmes. Et ensuite la question est, pourquoi y a-t-il autant de personnes qui se promènent ainsi et qui acceptent tout? Tu voulais justement poser cette question, non? Pourquoi tant de gens sont-ils prêts à tout accepter? Et ensuite, la réponse est, il y a apparemment beaucoup de gens qui ne s'aiment pas suffisamment eux-mêmes. Parce que s'ils s'aimaient eux-mêmes, ils remarqueraient qu'on leur fait quelque chose qui ne leur fait pas du bien. Et comment se fait-il qu'il y ait autant de gens qui ne s'aiment plus eux-mêmes? Cela ne peut arriver que parce qu'on perd l'amour inné pour soi-même que chaque enfant apporte en venant au monde, en le réprimant. Et pourquoi cela nous arrive-t-il? Il existe un soi authentique avec lequel on vient déjà au monde. Ce n'est rien de formulé explicitement. C'est en quelque sorte ancré dans le corps, on pourrait dire dans chaque cellule du corps. C'est le soi authentique. Et vers la 2e ou 3e année de vie, quand tu as commencé à dire « moi », Simo, c'est là que naît cette autre chose qu'on appelle la construction du moi. Elle se construit alors par-dessus ce soi authentique dans le cerveau.
Et la plupart du temps, c'est ainsi que la construction du moi, donc je suis Simo, l'enseignant qui s'est maintenant libéré de sa vie d'enseignant et qui est devenu podcasteur, et en plus, quelqu'un de vraiment génial, tout cela est au-dessus, une construction du moi avec laquelle tu t'identifies, avec laquelle tu te promènes. Parfois, on agite ainsi en construisant son moi, comme lorsqu'on veut faire carrière. Quand on veut d'une certaine manière s'adapter aux circonstances, il peut très facilement arriver qu'on réduise au silence, pour ainsi dire, le soi authentique. Pour que ce soit silencieux, je connais cela chez des mères qui mettent leurs petits-enfants à la crèche à l'âge d'1 an. Elles disent « ça me brise le cœur, mais je dois le faire ». Et il y a quelque chose en elles qui les appelle, et pourtant elles le font. Il y a aussi la possibilité que tu te retrouves dans des situations où l'on t'impose ce que tu dois faire. Intérieurement, je me suis dit non, c'est ce qui m'est arrivé avec la vaccination à l'époque. Non, ce n'est pas ça, je ne veux pas ça. Et puis il y a des situations et aussi des personnes qui passent outre cela. Ils disent « tais-toi, je dois faire comme ça maintenant, je dois confier l'enfant, je dois faire ceci, cela et ça, on le dit tous. » Et puis ça, pour pouvoir tenir le coup, tu dois réprimer cette voix intérieure qui vient de se manifester à nouveau. Et ainsi, tu réprimes en fait ce qu'il y a de plus précieux en toi. Tu pressens déjà que c'est très important. Tu combats toi-même ce qu'il y a de plus précieux en toi. Tu ne peux donc pas te supporter. Mais tu ne le dis à personne. Ce combat, tu le mènes à l'intérieur de toi et souvent, tu n'en as même pas conscience. C'est pourquoi c'est bien aussi que nous puissions parler de ce genre de choses. Parce que cela voudrait dire que dans un pays où vivent tant de personnes, il y a des choses qu'ils font alors que leur conscience, leur voix intérieure, leur moi authentique leur dit « tu sais, ce n'est pas bien ». Et ils le font quand même, qu'il en résulte plein de gens malheureux qui ne sont pas satisfaits d'eux-mêmes. Et ces personnes qui ne sont pas heureuses avec elles-mêmes rendent aussi les autres malheureux. Je suis convaincu qu'il n'y a personne qui... Donc quelqu'un qui est satisfait de lui-même ne peut transmettre que cela, il ne peut qu'influencer les autres positivement. Une personne insatisfaite ou embrouillée transmet son malaise ou sa confusion aux autres. S'il est, pour ainsi dire, orienté vers le conflit et la guerre, alors il apporte la guerre dans le monde. Et seulement parce qu'il n'a pas réussi à s'écouter lui-même. Là où sa voix intérieure lui disait « Arrête-toi, c'est idiot si tu continues », il a quand même continué. Là où elle lui criait « Hé, change de direction, ne suis pas les autres, ce n'est pas bien, cherche un autre chemin », il a suivi les autres parce qu'il n'avait pas la force de résister. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tous ces carriéristes, tous ces politiciens, psychopathes, narcissiques, qui finissent par nous gouverner d'une manière ou d'une autre. Oui, ils ont probablement tellement souvent enfoui leur vrai moi et ont simplement suivi le mouvement, par opportunisme, qu'au final, ils ne savent même plus qui ils sont vraiment. Et c'est pour ça qu'ils font des choses moralement très discutables dehors. Oui, et maintenant je te pose la question, ainsi qu'à vous tous. Il faudrait examiner ce que cela implique vraiment de faire une carrière politique. Je peux en parler pour une carrière scientifique. Là, tu dois déjà baisser la tête, tu dois déjà faire ce que le professeur dit. Là, tu dois déjà choisir les sujets de recherche qui sont à la mode en ce moment. Là, tu dois déjà t'adapter aux attentes des autres et tu dois sans cesse réprimer en toi-même l'impulsion de faire quelque chose de personnel. Oui, et c'est encore pire dans une carrière politique. Combien de fois dois-tu te taire juste pour pouvoir t'en sortir ? Voilà. Et c'est pour ça qu'au final, dans de telles positions, tout en haut, que ce soit dans la science, peut-être aussi dans les médias, peut-être aussi en politique, on retrouve finalement des personnes qui se sont tellement reniées qu'elles ne peuvent plus se supporter elles-mêmes. Et ces personnes jouent alors un rôle, mais elles ne sont pas vraiment là, elles ne se montrent pas, et probablement qu'elles ne se retrouvent même plus elles-mêmes si jamais elles essaient de se chercher. Et bien sûr, c'est une histoire passionnante parce que là, on arrive au point où l'on se dit « nous devons nous entraider pour ne pas nous égarer ainsi ». Je répète souvent, le cerveau est plastique, nous sommes tous chercheurs, on peut se perdre ou même s'égarer sans espoir. Parce qu'on accorde beaucoup d'importance à faire carrière, à gagner en importance ou à obtenir un poste. Et quand on s'égare ainsi, il devrait pourtant y avoir d'autres personnes pour nous aider.
Et pour sortir de ces complications, j'appelle toujours ces personnes des aidants au développement. Où sont donc nos aidants au développement, ceux qui nous aident à sortir de telles complications lorsque nous nous y sommes déjà empêtrés? Je peux te dire que ce ne sont pas les psychologues. Il se peut même qu'après une séance, tu rentres chez toi encore plus embrouillé. Pas tous, bien sûr, il y a des exceptions. Il y a aussi des personnes formidables. Ce ne sont pas forcément des psychologues. Ils n'ont pas besoin d'avoir fait des études, mais ils doivent simplement être là pour que tu puisses te tourner vers eux et parler de ce qui t'oppresse et de ce qui t'appelle intérieurement. Alors tu verras, ces personnes se tournent vers toi. Ce sont des personnes qui peuvent aussi s'accepter elles-mêmes parce qu'elles n'ont jamais réprimé ce qui les appelait intérieurement. C'est une autre vie. Maintenant, nous entrons dans un domaine où il faut dire c'est une vie adaptée. On peut y devenir riche, réussir et être ce qu'on veut, mais il serait plus important de mener une vie heureuse sans être déchiré et divisé intérieurement, ni déchiré et divisé tout à l'extérieur, mais en se réconciliant avec soi-même. Puis bien sûr, avec les autres, y compris les parents. Je n'ai pas eu de parents qui auraient réussi des choses extraordinaires. Ils ont fait les mêmes erreurs que les autres. Mais je peux leur pardonner et je peux dire « vous avez fait de votre mieux, vous n'auriez pas pu faire mieux ». Et finalement, ça s'est plutôt bien passé. On peut aussi voir les choses comme ça. Et alors, toute la vie en société devient complètement différente de ce que nous avons en ce moment, où chacun rend l'autre constamment responsable de l'échec de sa propre vie. Seules des personnes qui savent au fond d'elles-mêmes qu'elles mènent leur propre vie de façon insatisfaisante peuvent agir ainsi. Ils sont restés des personnes dans le besoin. À quel moment de ta vie as-tu réalisé que tu ne voulais plus être une personne dans le besoin ?